Je vous présente le conférencier suivant qui s'appelle Frédéric Kaplan, qui travaille à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, donc en Suisse, qui est professeur d'humanité numérique. C'est une appellation qui semble un peu paradoxale à première vue, mais je pense qu'on va comprendre de quoi il s'agit, et qui va nous parler des voyages dans le passé. Pour moi qui suis physicien, les voyages dans le passé, les voyages physiques dans le passé, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à accomplir et très spécifique. Mais je crois que là, on va entendre parler des voyages dans le passé d'une manière différente. Donc Frédéric Kaplan. Merci beaucoup, bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous, aussi une grande émotion, beaucoup d'intervenants extrêmement prestigieux qui parlent de choses extrêmement sérieuses. Donc, pour reprendre le titre de cette intervention, j'aimerais vous poser la question, est-ce que nous avons assez d'informations sur le passé pour reconstruire une machine à remonter le temps? Alors ça semble une question extrêmement saugrenue, mais c'est une question qui occupe un certain nombre de personnes dans la communauté scientifique depuis un certain temps. En fait, la Commission européenne avait lancé un concours, une proposition il y a quelques années pour des projets à 1 milliard d'euros pour l'Europe. Et on pouvait concourir dans toutes les disciplines. Et nous avons, avec d'autres partenaires, proposé justement de construire une infrastructure qui aurait la possibilité de faire un certain type de machine à remonter dans le temps en se basant sur les données du passé. Et cette proposition, alors que nous étions vraiment des outsiders, ça semblait une idée saugrenue, on pourrait en rire finalement, il y avait des idées très sérieuses par ailleurs, est arrivée première de la finale de cette compétition. C'est-à-dire qu'elle a reçu la note de 15 sur 15 par les reviewers qui ont trouvé que c'était une proposition tout à fait intéressante. Alors après, ça c'était cette année, on était au 11 février 2019, alors il y a eu grande joie. Alors après, les choses ont été un peu plus compliquées parce que la Commission européenne a décidé qu'il n'y aurait pas 1 milliard en fait pour aucun projet, parce que le temps était un peu à l'économie, mais nous a donné avec 6 autres projets, 1 million pour essayer de faire cette planification de comment nous pourrions effectivement réaliser une infrastructure de ce genre en Europe, mais qui pourrait servir pour le reste du monde, et pour passer de cette idée à une réalité. Donc c'est comme ceci que 33 institutions, dont d'ailleurs l'IGN qui est ici avec nous sur le salon, je vous conseille d'aller les rencontrer si vous avez un peu de temps après la conférence, puisqu'ils font des choses extraordinaires, dont un projet qui s'appelait d'ailleurs, et qui s'appelle toujours Remonter le temps. Ces 33 partenaires ont décidé de se mettre ensemble de manière interdisciplinaire et d'écrire cette proposition, d'essayer de voir qui en Europe pouvait faire quelle partie, et de convaincre surtout de plus en plus d'institutions. Et en février, il y avait déjà 240 autres institutions, donc des institutions patrimoniales comme le Louvre par exemple, qui est dans le projet, mais aussi bien des grandes start-up, une société comme Ubisoft, toutes ces sociétés qui se mettent ensemble. C'était 240 en 2019, et en février, aujourd'hui, il y a encore un mois, on a presque doublé, elles sont 475. Donc il y a un phénomène qui est en train de se passer sur ce projet, et donc autour de 39 pays aujourd'hui. J'aimerais simplement vous parler, disons quelques minutes de ce que c'est que cette idée et quel est finalement le fil directeur. Alors l'idée c'est assez simple finalement. On parle beaucoup des big data du présent. Vous avez l'idée que vous avez aujourd'hui sur Internet tout. On vous parle toujours de l'idée que l'information sur Internet double, triple de manière extrêmement régulière. Mais il y a aussi une quantité astronomique d'informations sur le passé qui sont essentiellement le travail d'enregistrement qui a été fait pendant des centaines d'années, pendant des milliers d'années, alors sous des formes évidemment plus classiques, comme ce que vous allez trouver dans les grandes bibliothèques, ce que vous allez trouver dans les archives, les écrits, mais pas simplement, les photographies aussi, plus récemment les grandes bases de données vidéo, qui s'accumulent, se transforment et ont joué des rôles extrêmement importants pour dans le passé, prendre des décisions sur nos futurs, sur la structure de nos villes, sur des choix économiques. Elles sont aujourd'hui des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres en fait en Europe, d'informations qui ne sont pas sur Internet, sont très très loin d'être sur Internet, ne sont pas du tout, en général, ou très peu prises en considération quand on doit prendre justement des décisions sur notre futur, mais servent en fait de contrepoint au big data du présent.
Alors, vous avez aujourd'hui sur les big data du présent énormément de nouveaux algorithmes. On est capable de détecter des patterns. Vous avez des nouveaux systèmes d'intelligence artificielle qui nous promettent d'être capables de prédire combien de temps nous allons mettre pour entrer chez nous, combien d'informations est nécessaire pour prendre des bonnes décisions. Mais évidemment, nous parlons ici de big data qui sont sur les 4 ou 5 dernières années. Pourrait-on utiliser une partie finalement de cette grande dynamique technologique, ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle en particulier, couplées avec des savoir-faire plus traditionnels, pour tenter de désenclaver les big data du passé, pour tirer un pont entre ces deux continents qui sont en train de se séparer et essayer de voir comment nous réussirons à transformer, à passer vers le numérique, par exemple, les centaines de kilomètres de documents qui sont aujourd'hui dans les archives en Europe. Donc c'est ça que nous avons voulu montrer. Nous avons travaillé sur des premières études de cas. Je vais vous parler un peu justement de la ville de Venise, parce que depuis 2012, nous avons essayé de montrer dans ce cas particulier qu'effectivement, il y avait suffisamment de densité informationnelle pour être capable véritablement de faire ce qu'on s'attendrait à faire avec une machine à remonter le temps, c'est-à-dire de reconstruire, pas forcément la vérité, mais un certain paysage extrêmement précis du passé que l'on peut collectivement négocier et qui, très concrètement, nous permettrait d'avoir au-dessus peut-être d'un moteur de recherche aujourd'hui, un petit slider temporel qui me permettrait de voir comment la rue dans laquelle je me trouve était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 500 ans, si j'ai assez d'informations pour le faire. Alors avant de vous parler de cette méthodologie, je voudrais encore une fois représenter un tout petit peu la situation du point de vue informationnel. Donc si vous regardez la situation des informations sur le passé, c'est un peu comme un champignon. Vous avez énormément d'informations sur le présent, et puis plus vous descendez dans le passé, d'informations numériques je veux dire, plus vous avez de l'information fine, on va dire. Donc ce que nous devons essayer de faire, si nous voulons faire une machine à remonter le temps, c'est élargir ce champignon, en faire un espèce de cylindre. Alors ça, vous pouvez le faire en faisant une numérisation de masse, mais vous pouvez le faire aussi en utilisant des nouvelles techniques, des techniques de simulation qui vont faire ce que font les historiens d'ailleurs, c'est d'essayer de trouver des motifs, de trouver des généralisations, de trouver des extrapolations qui vont être discutées, qui vont être critiquées, mais qui vont nous permettre petit à petit de recréer cette densité et de combler éventuellement des aspects qui seraient absents. Donc, pour vous donner un peu une idée visuelle, je vous montre quelques images des archives de Venise ici, qui ne sont pas accessibles au public directement. Ce sont des dizaines et des dizaines de kilomètres de documents qui ont servi au fil des siècles à prendre, on va dire, des décisions sur la ville, lui permettre de survivre en particulier, de résister à des conditions temporelles qui sont aujourd'hui encore extrêmement difficiles pour la ville de Venise, mais qui ont toujours été une source, disons, de grandes actions pour la ville, qui ont permis aussi de lever des impôts, de comprendre et de prendre des décisions. Tous ces documents qui s'accumulent ici constituent une base informationnelle absolument énorme. Quand on parle de cartes à Venise, on ne parle pas d'une ou deux cartes anciennes que vous pouvez voir éventuellement dans une exposition, on parle de forêts de cartes qui sont en attente véritablement d'être exploitées pour reconstruire la densité du passé. Alors, une archive elle-même, c'est une institution qui a sa propre histoire. Donc, ces documents qui sont regroupés aujourd'hui dans cette archive, ils viennent de différents endroits. Ils étaient pendant longtemps en fait séparés dans différentes administrations au sein de la ville, selon que l'on traitait évidemment de la fiscalité, par exemple, selon que l'on traitait d'informations sur les naissances et les morts. Et ce n'est qu'au début du 19e siècle qu'ils ont été regroupés dans un immense bâtiment qui est le Convegno dei Frari, qui était un ancien couvent, et qui a été nationalisé par Napoléon quand la République est tombée et que l'administration française est arrivée à Venise et a restructuré plusieurs aspects du fonctionnement de la ville. Eh bien, on parle d'un bâtiment qui a plus de 300 pièces et qui s'organise sous ces formes de corridors que vous avez vus précédemment. Et donc, la première chose qu'on pourrait vouloir faire, c'est de tenter de transformer cet objet physique, ces volumes qui contiennent des volumes, en un système informationnel. Alors ça voudrait dire très concrètement que ce que j'aimerais faire potentiellement, c'est éventuellement avoir un espèce de moteur de recherche sur ces données. Alors pour ça, il faut que je fasse plusieurs choses. Il faut que je numérise déjà, il faut que je numérise de manière efficace, de manière massive, il faut que je fasse des images à partir de ces documents. Ensuite, il faut que j'extrais, si possible, le contenu, le texte, quelques mots, que j'arrive à lire des documents qui sont anciens. Ensuite, il faut que dans ces documents que j'ai lus, j'arrive à repérer éventuellement des noms que je connecte, que je crée une espèce de réseau social du passé. Et c'est
si je réussis à faire toutes ces étapes, je serai déjà en mesure de faire une première machine à remonter le temps assez simple, qui serait ce moteur de recherche. Je tape un nom et je veux retrouver tout simplement tous les documents qui contiennent ce nom, avec éventuellement les références aux personnes qui sont citées et qui sont en relation avec ce nom. Ça nous semble être une chose normale pour nous, pour tous les jeunes étudiants que j'ai. Certains sont nés dans une époque où Google existait déjà, ça semble être la base. Si vous n'avez pas ça, la formation n'existe pas. Évidemment, sur le passé, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Alors, on peut faire déjà, sur la première étape, différentes choses. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur les scanners robotiques, mais je vais vous montrer un aspect de recherche un tout petit peu plus intéressant. Ça prend un certain temps, qui est l'idée d'essayer de numériser les livres sans les ouvrir. Ici, par exemple, vous avez une représentation 3D d'un livre que j'ai pris en prenant une cinquantaine de photos qui, combinées, font cette représentation. Maintenant, si je fais ça en utilisant de la physique et que j'utilise de la tomographie, vous savez ce qu'on utilise aujourd'hui pour l'imagerie médicale, eh bien, je vais obtenir la même chose, une espèce de morceau de fromage, en fait, comme vous voyez ici, sauf que je peux virtuellement en fait, couper dans le livre et voir un certain nombre de pages. Ici, ce sont des images qui ont été faites il y a quelques années déjà par Foggia Albertin, qui était une postdoc qui a travaillé sur cette idée et qui a pu montrer que dans le cas de documents assez anciens, pas les plus récents parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de métal en fait dans l'encre pour que ça arrête les rayons X, eh bien il était possible de virtuellement en fait découper les informations et véritablement extraire les contenus visuels en fait, des livres qui étaient dedans. Alors on était dans quelque chose qui était encore de la recherche presque fondamentale, disons une preuve d'application à ce stade, et petit à petit, au sein d'ailleurs du réseau Time Machine, plusieurs autres chercheurs en ce moment, dont Andreas Mayer en Allemagne, sont en train de développer, de perfectionner ces techniques, et donc peut-être, dans les prochaines années, nous aurons la possibilité, effectivement, d'avoir quelque chose de ce genre, c'est-à-dire vraiment une chaîne de montage qui vous permettrait d'aller extrêmement rapidement en plaçant les livres sur cet élément-là et directement en extrayant le contenu, comme si c'était un volume, comme si c'était un objet, et sans faire ce travail extrêmement difficile qui consiste à les feuilleter et à les feuilleter robotiquement. Maintenant, que vous développez par des méthodes traditionnelles, la capacité à produire les images, que vous le faites avec des méthodes tomographiques comme je vous ai montré, ce n'est qu'une première étape. Si vous avez un océan d'images et que vous n'êtes pas capable d'en extraire et d'en organiser le contenu, vous n'avez quasiment rien fait, parce que vous ne pouvez pas chercher dans les images en tant que telles. Donc il faut développer des systèmes qui sont capables d'analyser les structures des documents. Alors ça c'est compliqué, parce qu'il faut être capable de comprendre la structure du document. Ici je vous ai pris un document ancien, qui sont d'ailleurs plus simples, c'est un des premiers travaux qu'on avait réalisé, parce que justement, plus les documents sont anciens, plus ils sont paradoxalement faciles à lire, à part sur éventuellement la langue qui a changé, et dans lequel vous essayez de passer finalement de ce qui est la forme graphique à une forme qui va être transcrite, ou en tout cas reconnue comme correspondant éventuellement à une forme textuelle. Alors, une des choses que vous pouvez faire très simplement, c'est déjà de considérer les mots comme des dessins, comme des formes, et de repérer dans une page comme ceci la récurrence de formes qui sont très probablement les mêmes. Et ça, c'est un principe très général qui va vous permettre, par exemple, dans une page ici, de repérer le mot nobis et de considérer que le mot nobis, on va le retrouver aussi ici, mais aussi à d'autres endroits dans la page, sans nécessairement à ce stade avoir une transcription ou un élément, et en construisant finalement ces réseaux de formes, en construisant une espèce de graphe de ressemblance sur cette page, eh bien, je crée sur la page, mais aussi sur l'ensemble des pages, un système de dépendance qui va avoir un effet. C'est-à-dire que si à un moment quelqu'un fait une transcription, un archiviste, un chercheur, une personne qui est passionnée par ce genre de document et fait une chose très simple, dit ça c'est NOBIS, eh bien cette information-là, au lieu de servir à transcrire un document, va nous permettre de transcrire potentiellement des milliers ou des dizaines de milliers de documents. Et donc c'est ce principe-là, déjà ancien ici, mais qui a été perfectionné au fil des années, et qui nous permet petit à petit, pas forcément de transcrire tous les documents, mais de les essentiellement désenclaver, de permettre que des clés textuelles soient utilisables. Alors vous avez des textes, mais vous avez évidemment des documents plus complexes. Ici, c'est justement ce cadastre napoléonien qui a été organisé par l'administration de l'Empire quand les Français sont arrivés à Venise, et qui a pour la première fois fait une version véritablement géométrique de la ville en organisant la forme des différentes
parcelles, mais aussi en associant une base de données finalement, on est en 1808 ici, qui à chaque parcelle va associer le nom d'un propriétaire et un certain nombre d'autres informations. Alors comme on est plus avancé, on est ici dans une situation déjà où l'information est structurée, bien pour une machine de faire le travail inverse, de dire j'arrive à repérer où sont les parcelles, j'arrive à lire ces numéros, j'arrive ensuite à faire le lien entre ces numéros et éventuellement un autre registre, c'est une chose qui est tout à fait dans l'ordre du possible et qui vous permet en une seule passe de réussir à faire cette transformation. Donc vous faites ça pour beaucoup de documents différents, des documents administratifs, des documents structurés, mais aussi, et ça c'est une chose qui est très importante à Venise, dans une documentation iconographique, dans des images. Nous avons travaillé avec la Fondation Cini sur un grand programme de numérisation dans lequel nous numérisons 1 million de photographies d'œuvres d'art, de peinture, dont une grande partie représente Venise. Et donc ça vous donne même si ce n'est pas la vérité, évidemment, un tableau, ça vous donne des informations absolument précises et absolument précieuses sur l'évolution de la ville. Alors, il y a certains endroits qui sont extrêmement documentés, d'autres qui le sont moins, mais quand vous travaillez sur ces grandes masses de données, vous avez la possibilité, petit à petit, d'accumuler la documentation spatialement. Alors, ce qu'il faut faire, par contre, c'est aider un peu les chercheurs. Et donc, ce que fait aujourd'hui les systèmes d'apprentissage profond, les systèmes de deep learning, ils vous permettent assez simplement de réussir à reconnaître dans une gravure, dans un dessin ou dans un tableau, le fait qu'il s'agit du même lieu, et si vous avez été capable de positionner un des éléments, vous pouvez petit à petit organiser des petits tas, vous voyez. Alors ça ne marche pas à 100%, mais ça vous aide sur la plupart des cas, et vous avez petit à petit toute la documentation nécessaire pour une partie de la ville et pour la reconstruire. Donc ces éléments mis ensemble commencent à se lier, et vous voyez, vous pouvez partir aujourd'hui du modèle 3D de la ville tel qu'il a été en partie numérisé. En 2016, par exemple, ici, vous allez sur des photos qui ont été prises peut-être par des touristes, vous faites le lien ensuite avec ce qu'on appelle la photogrammétrie, c'est-à-dire des modèles 3D à partir de points. Vous pouvez réaligner sur un tableau de Canaletto en 1740. Ça, c'est un portail temporel. Je suis déjà dans un modèle ici de 1740 qui a été remis. Il est toujours aligné avec le modèle actuel. Je peux aligner aussi le cadastre napoléonien que je vous ai montré tout à l'heure. On arrive sur le pont du Rialto ici, on est en 1808. On va aller regarder une petite boutique sur le pont. On voit qu'il y a un petit numéro, c'est 9006. La machine arrive à lire 9006 sur un autre registre. Et je vois que Francesco Raspi est le propriétaire de cette petite boutique. Or, la machine arrive aussi à vous lire qu'un autre Francesco Raspi, en 1740, est aussi sur le pont. Et donc probablement, ce n'est pas lui, c'est probablement son grand-père en l'occurrence. Et il y a la possibilité de faire le lien entre ces deux personnes et de replacer la boutique de Francesco Raspi, le grand-père, sur le pont, au même endroit probablement que la position de 1808, sans pour autant en être nécessairement sûr, parce qu'il n'y avait pas de cadastre à cette époque. Donc vous voyez, c'est un espèce de grand jeu de mots croisés, comme un grand sudoku, il faut voler, dans lequel petit à petit, les éléments se mettent, se construisent, et le passé s'articule. Ça vous permet de faire différentes choses. Une chose, c'est d'essayer petit à petit d'avoir une représentation, ce qu'on appelle synchronique de la ville. J'essaie de savoir, je me mets en 1740, quelle est la situation, quelles sont toutes les informations que j'ai. Alors ça, vous avez un modèle très simplifié de la place Saint-Marc ici, mais ce que vous voyez, ce sont les noms des boutiques. C'est-à-dire que chacune de ces petits vendeurs, vous avez des coiffeurs, vous avez des vendeurs d'eau, c'est très différent d'aujourd'hui, vous avez des marques de luxe et des marques de montres essentiellement, mais ces petits métiers qui sont ici correspondent à des entrées dans cette base de données. Nous savons diverses choses sur ces personnes. On peut commencer à tirer le fil de toutes ces personnes qui ont été complètement oubliées. Elles ne font pas partie de l'histoire, c'est des personnes finalement que personne n'est allé rechercher. Eh bien, elles sont tout d'un coup disponibles, elles correspondent à simplement une information qui était là mais qui a été réorganisée. Sous le campanile de la place Saint-Marc, vous avez des notaires qui vont potentiellement faire un certain nombre d'actes dont nous avons des informations dans l'archive d'État. À Venise, vous les trouvez aussi d'ailleurs sur les tableaux de Canaletto. Si vous regardez certains tableaux de Canaletto, vous avez des petites tentes. Ces petites tentes, qui semblent décoratives, eh bien, ce sont les notaires. Et nous connaissons les noms de ces notaires et nous connaissons leurs clients. Et donc vous avez la possibilité petit à petit de faire ces liens et de sentir finalement cette information qui n'attend finalement juste que des voyageurs dans le temps. C'est pour cette raison que souvent on a proposé un projet, par exemple, comme celui de proposer aux enfants des écoles de Venise, de simplement chacun prendre une responsabilité d'un ancêtre, entre guillemets, du passé, ou d'une personne qui habitait Venise à cette époque, en disant, voilà, toi, arbitrairement, tu devras t'occuper d'Antonio Campagnon. Voilà. On ne sait rien sur Antonio Campagnon, mais si tu commences à prendre une piste de recherche, si tu utilise l'information qu'on peut trouver plus facilement à partir des moteurs qu'on a développés, et bien petit à petit, tu as la responsabilité de faire revivre, de ramener cette personne
dans l'Internet, dans la sphère de la connaissance. C'est une personne normale, mais comme toutes les personnes normales, elle a une vie intéressante. On vous aperçoit que finalement, elle a peut-être à la fois fait son apprentissage chez un maître particulier, on va retrouver ce nom, elle a été impliquée dans un procès un peu plus tard, on retrouve cette trace, et petit à petit, et surtout cette responsabilité finalement vers une personne du passé, vous fait plonger dans cette extension de l'horizon temporel, et vous donne... je pense, en fait, une perspective qui est intéressante par rapport à la perception du présent lui-même. Donc, toutes ces informations qui se regroupent et qui collectivement, en fait, s'articulent, peuvent aussi être déployées temporellement, cette fois-ci en traçant l'évolution de la ville au fil du temps. Vous voyez qu'on part de l'année, même avant l'année 1000, ici, en compilant les éléments qui sont dans la littérature secondaire, donc les livres qui ont été publiés sur Venise, en compilant des informations qui sont dans les sources premières, des certain nombre d'éléments de registre, et en créant quelque chose qui n'est pas la vérité, qui est une espèce d'espace en négociation. Il y a plein de choses qui peuvent être contredites, critiquées, mais qui est un espace qui est visible. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, un spécialiste de Venise voit une certaine maison et dit mais non, là on voit que cette maison ne pouvait pas être construite à cet endroit-là à ce moment parce que nous savons par ailleurs qu'il y a eu un incendie qui l'a détruite quelques années plus tard, etc. etc. L'élément devient une espèce d'espace qui est collectivement cultivé, si je peux suivre une métaphore un peu agricole, et qui devient un espace de négociation. Et je pense que ça, c'est très important, et c'est très différent que de lire l'histoire dans des livres. Ça vous donne un espace véritablement, comme ça a eu lieu sur Wikipédia, mais sauf que Wikipédia, vous voyez, c'est du texte. Ici, vous avez véritablement le monde spatio-temporel qui devient un espace à investir, un espace à négocier, un espace où s'accrochent les différentes connaissances. Donc ce modèle que je vous ai illustré sur Venise ici, il s'est développé en parallèle sur un certain nombre d'autres villes, et en particulier depuis 2016, nous avons lancé ce projet de Time Machine européenne. Alors pour vous le présenter, je vais vous montrer quelques pilotes en fait, d'un petit film qui a été fait par la radio-télévision suisse romande et Arte, qui est le début d'une série que vous pouvez trouver d'ailleurs en ligne, et qui raconte en fait cette histoire européenne avec les multiples voix et les multiples acteurs qui sont présents sur cet élément, et qui correspondent à cette espèce de bourgeonnement et d'effervescence de modèles à l'échelle européenne. Il faut juste le son ici. Oui. In our house, beneath stoves, in crumbled maps and winding streets, in pictures and paintings, in the depth of its green forests, history in Europe lies everywhere. How does one preserve and explore such a dense and fragmented past? How does one bring it into resonance with our contemporary world? In 2012, the Digital Humanities Lab at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne launched the Venice Time Machine and offered unique virtual immersion into history, thanks to the development of big data and artificial intelligence technology. Since then, dozens of European cities have taken similar steps. Each now contributes to the creation of a unified temporal exploration tool accessible to all. All these initiatives are now gathered within a consortium that groups together more than 250 European partners, universities, archives, research centres, and also private companies. Time Machine participants include historians, engineers, geographers, developers, entrepreneurs, researchers from a variety of backgrounds, as well as ordinary citizens, defenders of their heritage. Chaque ville du réseau de la Time Machine pose des défis particuliers. Et donc chacune des équipes qui reconstruisent Paris, reconstruisent Budapest ou reconstruisent Amsterdam ou Anvers nous permettent de développer des compétences spécifiques. I believe that the Time Machine is the future, how we will do digital humanities and humanities in the future. What we are striving after is really building things that are used to gain new insights. First step, collect and aggregate data thanks to digital tools and automate everything in order to carry it out on a massive quasi-industrial scale.
So we have all those data, we have to store that properly and manage it properly, but we also have to make sense of the data. If you just present to the people thousands of terabytes of data, it's meaningless. Today, science and technology can profoundly transform the cultural heritage with an impact on research, education, new applications, economy, and society at large. Il y a cette idée d'être capable de fournir à l'utilisateur final des moyens complètement innovants de naviguer évidemment spatialement, même si ce n'est pas aussi évident que ça encore aujourd'hui, mais aussi de pouvoir naviguer temporellement. The past thus becomes an invaluable resource to develop new tools of knowledge, an essential testing ground to train algorithms and consolidate progress in artificial intelligence. The time machine will also provide Europe with a unique ability to preserve endangered heritage. Il doit y avoir une prise de conscience sur le patrimoine qui doit au moins être comparable avec ce qui est en train de se passer sur la chute de la biodiversité animale. Quand un site disparaît, ce sont des pans entiers de connaissances que nous ne pourrons plus jamais utiliser pour comprendre le présent et anticiper le futur. Preserving the past in order to withstand the test of time, but also to cope with the worrisome trends in living conditions on Earth and respond to the wayward ideology affecting our times. Notre rôle, c'est vraiment construire et mettre à disposition cette base de données, cette encyclopédie, exactement dans le même esprit que les encyclopédistes de la période des Lumières qui voulaient compiler des connaissances. Nous, on cherche à compiler dans ce nouveau matériau qu'est le matériau numérique, cette richesse culturelle, cette richesse sédimentaire qui décrit notre passé. The race for the digitization of our past will not only be run by representatives of our public and scientific institutions. There is still a risk of seeing our history privatized, which raises the question of our society's ability to tackle such an issue. You can argue that Google can do that better than anyone else, right? They have the best algorithms around. And I still think that it's crucial for Europe to do that on our own terms. If you imagine that an algorithm will only crawl those aspects of our cultural heritage that it finds most relevant to its advertisers, you only get a very partial idea of what the truth is. This is an issue of culture, identity, politics, economics, and ecology. The Time Machine Consortium must convince European society to share in this project. L'Europe est à un moment clé de son histoire et elle doit décider qu'est-ce qui est le plus important en termes d'investissement. Un des enjeux de Time Machine, c'est donner une possibilité d'ensemble négocier une histoire commune pour envisager et co-construire un futur. Je voudrais juste terminer sur comment ça va avoir lieu en pratique, en fait, ce déploiement européen. Le concept clé, c'est ce concept de time machine locale. L'idée, c'est que dans les 10 prochaines années, vous aurez très vraisemblablement, pour un certain nombre de villes dans le monde, la capacité de construire un double numérique de cette ville. Ça a déjà commencé à un certain nombre d'endroits. C'est ce qu'on appelle les mondes miroirs, ou les digital twins, les jumeaux de villes, les jumeaux numériques. Et ce modèle sera un modèle qui sera non seulement un modèle 3D, mais un modèle qui est évidemment annoté, qui vous permet d'être directement lu par des machines, qui permet aux véhicules autonomes de se déplacer, qui vous permet à vous-même d'avoir des informations sur la ville. Et c'est évidemment, les gens parlent de modèle 3D, mais nous, évidemment, on en pense du point de vue d'un modèle 4D, parce qu'il n'y a rien qui est stable immédiatement. Si vous faites un nouveau modèle l'année suivante, ils doivent être indexés temporellement. Et c'est très naturellement sur ces modèles des villes que les informations que je vous ai montré précédemment vont s'accrocher. C'est-à-dire que vous aurez, pour les villes qui le souhaitent, la possibilité de non seulement développer un double de la ville, mais un double en 4 dimensions sur lequel les informations sur le passé, allant jusqu'à l'archéologie, mais aussi dans certains cas d'ailleurs sur le futur, les projets qui sont en cours de construction, pourront être structurés. Et nous pensons qu'il est extrêmement important de pouvoir
offrir finalement ce type de service dans un modèle que nous choisissons et ne soit pas donné par nécessairement une compagnie qui serait non européenne et étrangère sur ces questions. Donc ce que fait aujourd'hui la Time Machine Organization, c'est-à-dire une structure que nous avons créée avec les partenaires pour accompagner ce processus, c'est de concentrer les savoirs qui sont développés à la fois de manière centralisée mais aussi localement par toutes les time machines locales et de permettre à n'importe quelle ville ou village même qui souhaite se déployer de cette manière de disposer de toutes ces techniques ouvertes de manière à ce que tous ces développements indépendants puissent être interopérables les uns avec les autres et que localement, petit à petit, l'Europe se structure sous une forme qui inclut cette quatrième dimension. Donc ça implique non seulement des éléments technologiques, mais aussi le développement de nouveaux services. Ça aura éventuellement énormément d'importance pour les historiens, pour le développement finalement des connaissances sur la ville, mais pas simplement. Toutes les questions de planification probablement passeront en fait par ce type de structure. Et il y a un domaine absolument nouveau pour les industries créatives. Si vous développez la réalité mixte, la réalité virtuelle, si vous développez des nouveaux types de jeux, de nouvelles formes de tourisme, la possibilité d'avoir ou de ne pas avoir ce type de modèle sera structurée. Donc c'est ça l'enjeu, c'est ça qui devrait se déployer dans les 10 prochaines années. Et c'est ça qui nous permettra peut-être d'avoir une capacité de jouer un rôle dans ce qui va venir, qui est ce monde en 4 dimensions, et qui aura lieu très probablement de toute façon dans les 10 prochaines années. Et juste pour terminer sur une dernière idée, vous réalisez à quel point ce qui nous semble être parfois un luxe, voyez, la culture ou un divertissement, est en fait un trésor absolu, un trésor pour la connaissance, un trésor pour l'économie. Et l'Europe est véritablement dépositaire, non seulement de ce trésor dans ses musées, dans ses archives, dans les bâtiments, dans ses histoires personnelles, mais aussi de l'essentiel des compétences pour l'exploiter, c'est-à-dire les compétences dans les sciences humaines et sociales, les compétences en intelligence artificielle, les technologies pour le faire, la prise de conscience du multiculturalisme, du multilinguisme. Donc nous sommes dans une situation extrêmement privilégiée. Et donc dans ces conditions-là, nous pouvons imaginer de développer une intelligence artificielle européenne. Vous savez qu'il y a cette grande course à l'intelligence artificielle, course que les Européens pensent parfois avoir déjà perdue face à la Chine et face à l'Europe. Or, je le répète, vous avez dans ces données du passé, dans ces big data du passé comme on les appelle, la possibilité de développer des horizons plus larges et donc aussi des systèmes de prédiction, des systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas simplement en train de comprendre le monde à partir des données des 2 dernières années, mais qui utilisent des millénaires d'informations pour essayer de nous aider à prendre des meilleures décisions. Je vous remercie. Est-ce que nous avons le temps pour quelques questions? Je regarde ma montre, peut-être, oui. Est-ce que le projet d'extraire toutes les informations du passé ne serait pas un peu contradictoire avec le second principe de la thermodynamique qui dit que comme l'entropie augmente, l'information se perd? L'information se perd tout le temps. Le passé nous échappe complètement. L'histoire n'a quasiment pas commencé, non seulement parce que nous avons perdu énormément de données, non seulement parce que nous en perdons chaque jour plus, pour des raisons de catastrophe. La montée des eaux à Venise, il y a quelques jours, a encore détruit une partie des archives de certains bâtiments, comme à la Fenice, etc. Donc c'est des pans entiers qui meurent. Quand un bâtiment meurt, c'est la destruction. Et puis en plus, indépendamment du principe de la thermodynamique, parce que le plus souvent, la destruction des données est volontaire de la part des hommes, par des choix politiques, par ce qu'on appelle la damnation memoria, par le choix le plus fort qui consiste à faire disparaître de l'histoire des pans entiers d'autres civilisations. Donc la lutte pour tenter de retracer quelque chose autour de ça est un combat, un sport de combat véritablement. Et il faut réussir à cartographier cette incertitude, cartographier à quel point nous savons peu, mais paradoxalement, nous avons des centaines de kilomètres de documents qui nous permettraient de savoir et que nous sommes incapables d'exploiter de manière optimale. Donc vous voyez, vous êtes à la fois dans clairement l'impossibilité d'une reconstruction complète et en même temps dans une certaine inefficacité par rapport à la possibilité de recréer une certaine densité sur le passé. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure d'une sorte d'appareil qu'on pourrait comparer à l'IRM pour consulter les ouvrages. Et je voudrais connaître tout simplement le temps qu'il faut pour analyser un ouvrage, s'il vous plaît.
Donc ça, c'est entièrement lié au temps d'exposition finalement, et à combien, à quel finalement degré d'illumination vous voulez faire. Aujourd'hui, dans les prototypes actuels, l'efficacité est encore de plusieurs dizaines de minutes, donc c'est encore quelque chose qui n'a pas forcément les performances nécessaires pour aller très très vite, donc ça marche de manière efficace pour des documents anciens, très endommagés. Pour la production de masse, il y a encore en fait des effets qui sont à voir, mais c'est profondément lié aussi à un modèle, c'est-à-dire qu'il faut gérer combien, disons, d'irradiation nous voulons mettre sur ces documents. Ça n'a aucune conséquence sur les documents eux-mêmes, mais ça a des conséquences sur le fait éventuellement qu'il faut le faire dans des milieux plus ou moins protégés pour les réaliser. Et comme certains des documents d'archives ne veulent pas quitter l'archive, vous avez là tout un enjeu, cette fois-ci plus logistique directement, de savoir que si ces objets qui sont scientifiquement possibles aujourd'hui, sont-ils possibles du point de vue pratique? Y a-t-il effectivement un marché pour qu'une entreprise fasse et développe ce type de produit? Quel serait le modèle? Quels sont les archives qui seraient prêts à déplacer leurs documents pour en bénéficier, etc. etc. Voilà. Du coup, je me pose la question des ressources. Si demain on est arrivé à tout numériser, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont capables d'analyser toutes ces datas, par exemple pour les langues mortes? Alors, essentiellement, ce que vous donnent les techniques aujourd'hui d'intelligence artificielle, c'est la capacité d'accès, c'est-à-dire le fait, si vous cherchez, je prends l'histoire de l'art, un grand historien de l'art peut-être connaît 10 000, 20 000 tableaux, peut-être un peu plus, qu'il est capable de mémoriser dans sa tête. Quand vous avez un moteur de recherche qui trouve un motif sur 1 million de tableaux, vous avez une capacité d'accès, comme avec les moteurs de recherche standards, qui est décuplée. L'interprétation, le savoir-faire, qu'est-ce que vous en faites, comment vous problématisez, quelles conclusions vous trouvez de ces éléments sont encore entièrement dans l'expertise humaine, le discours qui est construit est dans l'expertise humaine. Donc faisons bien la distinction dans ceci. Donc dans un premier temps, simplement dans un processus de défragmentation et d'accès, l'information dans bien des cas est là, mais il est impossible pour un chercheur d'y accéder ou de savoir même qu'elle existe. Donc il s'agit de donner juste des super pouvoirs, je dirais, aux chercheurs en histoire, aux chercheurs en histoire de l'art, aux archéologues, mais aussi potentiellement à chaque personne qui s'intéresse au passé, et dans l'espoir justement qu'au-delà de la petite armée, je dirais, des gens des sciences humaines et sociales, il y ait tout d'un coup une armée beaucoup plus grande de gens qui sont passionnés par l'histoire et qui eux-mêmes deviennent d'une certaine manière des chercheurs amateurs, comme on le voit déjà dans la généalogie ou dans d'autres domaines comme les sciences naturelles. Question derrière. En haut à gauche, ouais. Merci pour votre exposé. J'ai plein de petites questions, mais la première qui me vient, c'est le fait que vous avez mentionné le fait que la plateforme, la machine temporelle locale serait ouverte. Je veux bien en savoir plus sur qu'est-ce qui va être accessible en fait, qu'est-ce qui va être modifiable et par qui. Je vous ai vu, voilà. Non, juste au-dessus. Juste au-dessus, attendez. Là. Oui, je ne vous voyais pas. Ouais, ouais. Vous êtes dans le noir, ouais, je ne vois absolument pas. Donc, l'idée, c'est que Alors, vous avez deux choses. Vous avez les codes et les données, ce sont deux choses un peu diverses. Les codes sont mis systématiquement aujourd'hui sur des plateformes ouvertes, donc avec des licences ouvertes. Tous les codes développés par le Bon Laboratoire sont sur GitHub, en l'occurrence, et donc sont directement utilisables. Dans un premier temps, ce sont des briques de base, et je pense que c'est aussi très important, c'est-à-dire plus que simplement la plateforme dans son ensemble, le code qui va vous permettre effectivement de lire un document ancien, le code qui va vous permettre de l'analyser, tout ça, c'est des briques de base qui permettent à d'autres personnes de construire au-dessus des choses plus grandes. Les projets donc, se construisent sous cette plateforme ouverte. Nous essayons de démontrer que malgré le fait que les codes sont ouverts, malgré le fait qu'une grande partie des données sont ouvertes, et ça c'est une discussion avec les instances patrimoniales, les institutions patrimoniales, nous essayons de convaincre, par exemple comme l'a fait le Rijksmuseum, que quand vous diffusez avec des licences ouvertes vos informations, de très belles choses arrivent, des implications arrivent, et donc vous avez beaucoup de bénéfices pour l'institution, mais toutes les institutions ne sont pas convaincues nécessairement de ça. Et nous voulons montrer qu'en faisant ceci,
vous avez des développements de services et vous avez des développements de valeurs qui ont lieu de fait. Vous pouvez créer demain une application pour le tourisme européen qui n'a pas besoin de privatiser les données de l'ensemble du patrimoine pour être l'application dominante. Simplement, elle est l'application intéressante parce qu'elle est simplement mieux faite que les autres et elle est utilisée. Voilà. Donc c'est un challenge. Il y a plein de manières dans lesquelles d'autres scénarios pourraient avoir lieu, avec un grand acteur qui confisque l'ensemble, disons, du patrimoine et vous propose une manière optimale d'y accéder. On essaye de se préparer à un scénario alternatif et la Commission européenne nous soutient beaucoup dans cette évolution. On me fait des grands signes, donc je vous souhaite une très bonne suite d'après-midi. Petite précision, tout à l'heure il a été dit quelque chose, je suis là sur votre droite. Oui. Sur votre droite. Oui. Oui, parce que tout à l'heure, il y a eu une remarque sur le second principe de la thermodynamique, mais il dit exactement le contraire, parce qu'un système très désordonné a plus d'informations qu'un système ordonné. Quand on casse une tasse, elle représente plus d'informations avec les morceaux et leur agencement que quand elle est entière. Donc c'est juste pour faire cette précision, parce qu'il y a des physiciens ici. C'est l'inverse, oui. Bonne journée. Bien. Bonjour. J'ai la tâche d'essayer de vous faire la synthèse de ce qui vient d'être dit, donc en très peu de temps. Donc la question c'était, y a-t-il assez d'informations sur le passé pour construire une machine à remonter le temps? Donc c'est un projet qui a été présenté à la Commission européenne et qui, à l'étonnement de ses promoteurs, a été classé premier avec une promesse initiale d'1 milliard d'euros pour la réalisation, mais en fait, on n'en a eu qu'un, si j'ai bien compris. Bon. Ce qui n'empêche pas les gens de travailler. Alors, quel est l'intérêt de remonter le temps? C'est de reconstituer le patrimoine dans le temps de l'Europe. Et on va prendre l'exemple de Venise. Aujourd'hui, le big data numérique existe de manière très importante, mais dans le passé, si l'on remonte quelques dizaines d'années seulement, on a encore beaucoup d'informations, mais si l'on remonte sur plusieurs siècles, on n'a plus d'informations numériques, bien évidemment, ou presque plus. Donc l'idée, par contre, on a d'énormes informations sous forme de livres, sous forme de documents, et l'idée, c'est d'essayer de les utiliser par différentes méthodes. Alors on peut bien sûr les scanner. Une méthode, la tomographie, a été proposée, qui effectivement semble très prometteuse. Et puis, pour essayer, ensuite, une fois qu'on a tous les éléments, on va essayer de les rendre, comment dirais-je, en corrélation les uns avec les autres, avec un système d'intelligence artificielle par-dessus. Alors, on dispose aussi de données croisées, comme par exemple les cadastres et puis les habitants sur un autre domaine, et on peut les mettre en relation. On dispose aussi d'un très grand nombre d'œuvres d'art que l'on peut essayer de remettre en perspective avec ce qui existe aujourd'hui, avec ce qui existait dans le passé, et essayer en fait de faire une reconstitution 3D de la ville, et même 4D dans le temps, puisque ça peut être évolutif. Voilà. Alors ça, c'était pour Venise, mais ceci peut très bien aussi s'appliquer à l'ensemble des grandes villes européennes ou à l'ensemble de l'Europe. Et, comment dire, une chose qui nous a été montrée, c'est que c'était important de bien connaître le patrimoine, de pouvoir remonter dans le temps. Ce sera très intéressante pour la culture générale, mais cela peut aussi être, disons, un moyen de reconstituer des choses après des catastrophes. Alors, ceci, là, je vais faire une petite digression personnelle. Donc, moi, je connais assez bien le réchauffement climatique. On vient de voir ce qui vient de se passer à Venise. Disons qu'un réchauffement climatique de 2 degrés, ça signifie une montée des eaux de 10 mètres. Un réchauffement climatique de 5 degrés, ça signifie de 10 mètres dans les 3 siècles. Un réchauffement climatique de 5 degrés, comme c'est possible, ça signifie un réchauffement de plusieurs dizaines de mètres avant la fin du millénaire. Il est effectivement intéressant d'essayer de protéger notre patrimoine. Je vous remercie de votre attention.
Thank you.